Les mots cruels de l'entraîneur célèbre transpercent l'écurie comme des lames, condamnant le magnifique pur sang boiteux à une existence sans valeur. Tapi dans l'ombre, Mathieu serre les poings, son cœur d'orphelin reconnaissant dans les yeux résignés du cheval une souffrance qu'aucun champion ne pourrait comprendre. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le centre équestre, les écuries de Montmartre, se dressait majestueusement au cœur du 18e arrondissement de Paris. Une anomalie luxueuse dans ce quartier qui oscillait entre le charme bohème et les réalités plus dures des rues avoisinantes. Les murs beiges impeccables et les toits d'ardoise bleutée contrastaient avec les immeubles vieillissants qui l'entouraient. Derrière la grande porte en fer forgé, un monde à part existait, fréquenté par l'élite parisienne et leurs enfants vêtus d'équipements équestres hors de prix. Ce matin-là, l'air était chargé d'une tension palpable. Monsieur Laurent Deschamps, 45 ans, propriétaire et entraîneur principal du centre, traversait la cour pavée d'un pas décidé, son regard d'acier balayant les lieux comme celui d'un général inspectant ses troupes. Ses bottes italiennes claquaient sur les pavés, marquant le rythme de sa colère grandissante. « Où est Philippe ? Philippe !» Sa voix résonna contre les murs des écuries, faisant sursauter les palefreniers qui s'activaient déjà depuis l'aube. Un jeune homme d'une vingtaine d'années émergea d'un box, la fourche encore à la main, une expression inquiète sur son visage constellé de taches de rousseur. « Oui, monsieur Laurent. Le vétérinaire, il est passé. Qu'a-t-il dit pour Tonnerre ?» demanda Laurent, ses yeux bleus glaciers ne laissant rien transparaître de la tempête qui bouillonnait en lui. Philippe essuya nerveusement ses mains sur son pantalon de travail. « Il est encore avec lui, monsieur, dans le box 7. » Sans un mot de plus, Laurent se dirigea vers le fond de l'écurie principale, là où se trouvaient les boxes des chevaux les plus précieux. Son pas s'accélérait à mesure qu'il approchait, comme porté par l'urgence de confirmer ce qu'il redoutait déjà. Le docteur Moreau, un vétérinaire équin reconnu dans tout Paris, se tenait devant le box de Tonnerre, un magnifique pur sang bé de 8 ans, l'une des acquisitions les plus coûteuses et prometteuses des écuries. À côté de lui, Madame Beaumont, propriétaire de l'animal et figure incontournable de la haute société parisienne, tripotait nerveusement son collier de perles. « Ah, Laurent !» soupira-t-elle en l'apercevant. « C'est une catastrophe. » Laurent ne répondit pas immédiatement. Il entra dans le box et observa l'animal. Tonnerre, habituellement si fier, se tenait là, son poids déporté sur 3 jambes, la postérieure droite légèrement relevée. Ses yeux, d'ordinaire vifs, semblaient ternes, comme si la douleur avait éteint cette flamme qui faisait de lui un champion. « Alors ?» demanda finalement Laurent au vétérinaire, sa voix dangereusement calme. Le docteur Moreau referma sa mallette avant de répondre. La tendinite s'est aggravée. La chute lors du concours de Fontainebleau a fait plus de dégâts que nous ne le pensions initialement. Et, pressa Laurent, même s'il connaissait déjà la réponse, il ne pourra plus jamais concourir au même niveau. Avec beaucoup de soins et de rééducation, il pourra peut-être servir pour l'équitation de loisirs, mais... Laurent frappa violemment la porte du box, faisant hennir Tonnerre de peur. 500 000 €! C'est ce que vous avez payé pour ce cheval, Elisabeth, rugit-il en se tournant vers Madame Beaumont. Et maintenant, il ne vaut pas plus qu'un vulgaire canasson de centre aéré. Elisabeth Beaumont pâlit sous son maquillage parfait. Laurent, je vous en prie, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, coupa-t-il. Ce cheval était censé être la nouvelle star de notre écurie. Les frais d'entraînement, les engagements dans les concours internationaux, tout était planifié. Et maintenant, quoi? On le garde comme décoration? Le docteur Moreau S. éclaircit la gorge, mal à l'aise. Monsieur Deschamps, il existe des traitements, des approches plus récentes pour ce type de blessure, peut-être qu'avec du temps. Du temps? Laurent eut un rire sans joie.
Dans ce milieu, docteur, le temps, c'est de l'argent. Et je ne vais pas gaspiller le mien sur un cheval boiteux. À l'extérieur du centre équestre, appuyé contre la clôture en fer qui délimitait la propriété, un garçon observait la scène. Mathieu le Roi, 12 ans, les cheveux châtains toujours en bataille et les vêtements légèrement trop grands pour sa silhouette mince, venait souvent ici après l'école. Le foyer d'accueil, les Hirondelles, où il vivait depuis 2 ans, se trouvait à quelques rues de là, et il avait pris l'habitude de faire ce détour pour observer les chevaux. Il ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais la posture agressive de l'homme en veste d'équitation et l'expression attristée de la femme élégante lui indiquaient que quelque chose n'allait pas. Et puis, il y avait ce cheval, celui à la robe baie luisante qui se tenait différemment des autres, comme s'il souffrait. « Tu ne devrais pas rester planté là, petit. » Mathieu sursauta. Un homme d'une 50aine d'années, en tenue de palefrenier, s'était approché sans qu'il ne l'entende. « Je regardais juste les chevaux, » balbutia Mathieu, s'apprêtant à partir en courant. « Je sais, » sourit l'homme, révélant des rides au coin des yeux. « Tu viens presque tous les jours. Je m'appelle Jean-Pierre. Et toi ?»« Mathieu, » répondit-il, surpris que quelqu'un ait remarqué sa présence. Jean-Pierre regarda dans la direction où le garçon avait fixé son attention. « C'est Tonnerre, le cheval là-bas, un champion. Enfin, il l'était. Qu'est-ce qu'il a ?» osa demander Mathieu. « Une blessure grave. Et le patron ?» Jean-Pierre s'interrompit, secouant la tête. Disons que Monsieur Laurent n'aime pas les investissements qui ne rapportent pas. Mathieu fronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Mais il va guérir, non? Jean-Pierre haussa les épaules avec une résignation triste. Peut-être, mais pas assez pour ce que le patron attend de lui. Les jours qui suivirent, l'atmosphère aux écuries de Montmartre devint de plus en plus tendue. Laurent Deschamps avait informé tous ses employés que Tonnerre ne faisait plus partie des priorités du centre. « Ne perdez pas votre temps avec lui », avait-il lancé lors de la réunion matinale. « Contentez-vous du minimum, nourriture, eau, box propre, rien de plus. » Cette décision avait créé un malaise parmi le personnel. Beaucoup d'entre eux étaient attachés au magnifique pur-sang qui, avant sa blessure, illuminait les pistes de ses mouvements gracieux. Mais personne n'osait défier ouvertement les ordres du patron. Madame Beaumont, quant à elle, venait moins souvent. À chaque visite, son regard s'attardait sur Tonnerre avec une tristesse mêlée de déception, comme si elle contemplait un rêve brisé plutôt qu'un être vivant souffrant. « Ah, nous pourrions peut-être l'envoyer dans un centre de rééducation équine », avait-elle suggéré timidement à Laurent un après-midi. « Pourquoi faire, Elisabeth ?» avait-il répondu avec dédain. « Dépenser des milliers d'euros pour qu'il puisse promener des enfants au pas? Soyez réaliste. Ce cheval était un investissement, et cet investissement est perdu. » Madame Beaumont n'avait pas insisté. Comme beaucoup dans ce milieu, elle appréciait les chevaux pour leur prestige, leur beauté et leur performance. Un animal qui ne pouvait plus briller en compétition perdait une grande partie de sa valeur à ses yeux. Pendant ce temps, Mathieu continuait de venir presque quotidiennement observer les chevaux à travers la clôture. Depuis sa conversation avec Jean-Pierre, il s'intéressait particulièrement à Tonnerre. Il avait remarqué que le cheval passait maintenant presque tout son temps dans son box, alors qu'auparavant, il était régulièrement sorti pour l'entraînement ou l'exercice. Un mercredi après-midi, alors que les cours finissaient plus tôt et que la pluie fine de novembre décourageait les leçons d'équitation, Mathieu trouva le courage de s'adresser à nouveau à Jean-Pierre qui fumait discrètement près de la petite porte latérale. « Il ne sort plus jamais ?» demanda-t-il, désignant du menton le box où se trouvait Tonnerre. Jean-Pierre jeta son mégot et elle écrasa du talon avant de répondre. « Non, petit, personne n'a le temps, ou plutôt, personne n'a reçu l'ordre de s'en occuper plus que le nécessaire. Mais il a besoin d'exercice, non, même s'il est blessé. »
Le palefrenier sourit, surpris par la perspicacité du garçon. Exactement. Mais va faire comprendre ça au patron. Mathieu fixait toujours le box, une idée germant dans son esprit. Et si je m'en occupais, moi? Jean-Pierre éclata de rire, puis, voyant l'expression sérieuse du garçon, s'arrêta net. Tu n'es pas sérieux. Tu n'as jamais approché un cheval de ta vie. Je me trompe? Non, admit Mathieu, mais je pourrais apprendre. Je pourrais venir après elle école. Je n'ai rien d'autre à faire de toute façon. Jean-Pierre étudia le garçon avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Tu vis où, exactement? Au foyer Les Hirondelles. C'est à 10 minutes à pied. Un foyer? Jean-Pierre sembla réfléchir un moment. Écoute, petit, c'est gentil, mais Monsieur Laurent n'accepterait jamais qu'un gamin sans expérience s'approche d'un cheval qui valait une fortune. Le visage de Mathieu s'assombrit, mais une lueur déterminée brillait toujours dans ses yeux verts. Et si vous ne lui disiez pas? Jean-Pierre faillit s'étrangler. Tu me demandes de mentir à mon patron, de risquer mon emploi? Pas mentir, corrigea Mathieu avec une logique implacable. Juste, ne pas tout dire. Si Monsieur Laurent a dit que personne ne devait perdre de temps avec Tonnerre, alors ce que je fais de mon temps à moi ne le regarde pas, non? Jean-Pierre secoua la tête, à la fois amusé et impressionné par l'audace du garçon. Tu es un petit malin, toi, mais c'est impossible. La sécurité, les assurances. S'il vous plaît, insista Mathieu, sa voix trahissant une émotion qui surprit Jean-Pierre. Je n'ai jamais rien eu à moi. Jamais eu personne qui compte sur moi. Si je peux aider ce cheval, même un peu. Le palefrenier soupira profondément, passant une main calleuse sur son visage fatigué. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne ne pouvait les entendre, puis se pencha vers Mathieu. Viens demain après l'école. Entre par cette porte, elle n'est jamais verrouillée avant 18 heures. Je te montrerai les bases. Mais au moindre problème, c'est fini. Compris? Le visage de Mathieu s'illumina d'un sourire si radieux que Jean-Pierre sentit un pincement au cœur. Quel était le passé de ce gamin pour qu'une telle proposition le rende si heureux? Merci, monsieur Jean-Pierre. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. C'est ça, grommela le palefrenier, déjà en proie au doute. Et appelle-moi juste Jean-Pierre, pas monsieur. Ça me vieillit encore plus. Le lendemain, fidèle à sa parole, Mathieu se présenta à la petite porte latérale dès la sortie de l'école. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il se glissait dans l'enceinte du centre équestre, à la fois excité et terrifié à l'idée d'être découvert. Jean-Pierre l'attendait près des écuries, l'air nerveux. Le patron est parti pour la journée, murmura-t-il. Réunion à la Fédération française des équitations. On a quelques heures. Il conduisit Mathieu à travers les écuries jusqu'au box de Tonnerre. Le cheval se tenait dans un coin, l'air abattu, sa magnifique robe baie ayant perdu de son lustre faute de soins réguliers. « Voilà !» dit Jean-Pierre en ouvrant précautionneusement la porte du box. « C'est Tonnerre !» Mathieu resta immobile sur le seuil, soudain intimidé par la taille imposante de l'animal. Même affaibli, Tonnerre restait impressionnant, sa musculature puissante visible sous son poil. « Il est énorme !» souffla le garçon. Jean-Pierre sourit. « C'est un pur sang adulte. À quoi t'attendais-tu? Un poney de fête foraine? » « Non, mais... » Mathieu avala sa salive. « Comment je dois l'approcher? » « Doucement, toujours par l'avant, qu'il puisse te voir venir. » Tends ta main, paume vers le haut, et laisse-le venir à toi. Mathieu suivit les instructions, s'avançant lentement dans le box, le bras tendu. Tonnerre leva la tête, ses oreilles se dressant avec intérêt, la première manifestation de curiosité qu'il montrait depuis des jours. « C'est ça, parle-lui », encouragea Jean-Pierre. « Les chevaux sont sensibles à la voix. »« Salut, Tonnerre !» murmura Mathieu, sa voix à peine audible. « Je m'appelle Mathieu. Je voudrais être ton ami, si tu veux bien. »
À la surprise des deux humains, Tonnerre fit un pas en avant, puis un autre, boitant légèrement mais s'approchant néanmoins. Il tendit son museau et renifla la main de Mathieu, son souffle chaud chatouillant la paume du garçon. « Il m'aime bien ?» demanda Mathieu, n'osant pas bouger. « Il est curieux » corrigea Jean-Pierre. « C'est déjà beaucoup. » La confiance viendra avec le temps. Dans les jours qui suivirent, Mathieu vint fidèlement aux écuries après ses cours. Jean-Pierre lui avait donné un vieux carnet où il notait méticuleusement tout ce qu'il apprenait. Comment brosser correctement un cheval, reconnaître les signes de douleur ou d'inconfort, préparer la nourriture avec les bonnes proportions. Le palefrenier était impressionné par la soif d'apprendre du garçon et sa capacité à retenir chaque détail. « Tu aurais fait un bon palefrenier », lui dit-il un jour alors qu'ils observaient Tonnerre manger avec un appétit retrouvé. Mathieu sourit, acceptant le compliment avec une fierté qu'il tentait de dissimuler. « Je crois qu'il va mieux. Il ne boite presque plus quand il est dans son box. »« Ne t'emballe pas », tempéra Jean-Pierre. Une chose est de se déplacer dans un espace confiné, une autre est de supporter le poids d'un cavalier ou de galoper. Mais même le palefrenier expérimenté devait admettre que Tonnerre montrait des signes d'amélioration. Sa robe retrouvait progressivement son éclat grâce au brossage quotidien de Mathieu. Ses yeux avaient repris vie, suivant le garçon partout dans le box. Plus significatif encore, il hennissait doucement lorsqu'il entendait les pas de Mathieu approcher, un son que Jean-Pierre n'avait plus entendu depuis l'accident. Un vendredi après-midi, alors que la pluie battait contre les vitres des écuries et que la plupart des employés étaient réfugiés dans la salle de repos, Mathieu eut une idée. Et si on le faisait marcher un peu, juste dans l'allée couverte? Jean-Pierre hésita. C'est risqué. Si quelqu'un nous voit, il n'y a personne, insista Mathieu. Et le docteur Moreau a dit qu'il avait besoin d'exercice, non? On ne peut pas le laisser enfermer tout le temps. Après quelques minutes de délibération, Jean-Pierre céda. Il aida Mathieu à mettre un licol à Tonnerre et lui montra comment tenir correctement la longe. Doucement, conseilla-t-il alors qu'il guidait le cheval hors de son box pour la première fois depuis des semaines. Laisse-le s'habituer. Tonnerre semblait nerveux au début, ses oreilles s'agitant dans toutes les directions, son poids déporté pour éviter d'appuyer trop sur sa jambe blessée. Mais à mesure qu'ils avançaient lentement dans l'allée couverte, sa démarche devint plus assurée. « Regarde !» s'exclama Mathieu, son visage s'illuminant. « Il boite beaucoup moins qu'avant ?» C'était vrai. La démarche de Tonnerre, bien qu'encore irrégulière, montrait une amélioration notable. Jean-Pierre observait avec un mélange d'étonnement et de scepticisme professionnel. Il se pourrait que le docteur Moreau ait été trop pessimiste, admit-il, ou peut-être que ton attention lui fait du bien. Les chevaux sont des créatures sensibles, ils réagissent à l'énergie qu'on leur donne. Après une quinzaine de minutes de marche, ils ramenèrent Tonnerre dans son box. Le cheval semblait plus détendu, presque fier de lui. « On recommencera demain ?» demanda Mathieu, ses yeux brillants d'espoir. « Si le temps le permet, » répondit Jean-Pierre. « Mais n'oublie pas, petit, ce que nous faisons doit rester secret. » « Si Monsieur Laurent l'apprenait, je sais, » soupira Mathieu. « Il me chasserait et vous renverrait. » Sur le chemin du retour vers le foyer, marchant sous son parapluie usé, Mathieu ne pouvait s'empêcher de sourire malgré la pluie qui lui fouettait le visage. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir un but, d'être utile à quelqu'un, ou plutôt à quelque chose. Au foyer, les hirondelles, la vie de Mathieu était rythmée par des routines strictes et impersonnelles. Depuis que ses parents étaient morts dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, il avait appris à se faire invisible, à ne pas créer de problèmes. Sans famille proche prête à l'accueillir, il était devenu un numéro dans le système de l'aide sociale à l'enfance. « Te voilà enfin !» l'accueillit Madame Mercier, la directrice du foyer, une femme aux traits tirés mais au regard bienveillant. « Tu es trempé. Où étais-tu encore ?»« À la bibliothèque, » mentit Mathieu,
répétant l'excuse qu'il utilisait depuis des semaines. J'avais des recherches à faire pour l'école. Madame Mercier le regarda avec suspicion, mais n'insista pas. Va te changer avant le dîner. Et n'oublie pas que demain, c'est ton tour pour la vaisselle. Dans le dortoir qu'il partageait avec 3 autres garçons, Mathieu sortit son carnet de sous son matelas et ajouta les observations de la journée, dessinant maladroitement mais avec application la posture de Tonnerre pendant sa promenade. Un jour, il demanderait à Jean-Pierre de prendre une photo pour lui. Juste une, pour garder un souvenir quand tout cela serait terminé, car Mathieu N n'était pas naïf. Il savait que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Le lundi suivant, Mathieu arriva aux écuries pour trouver Jean-Pierre dans un état d'agitation inhabituel. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, alarmé. « Monsieur Laurent revient demain » expliqua le palefrenier. Il était à un concours en Normandie tout le week-end. Et il a décidé de faire un inventaire complet des écuries, y compris une évaluation de l'état de tous les chevaux. Le cœur de Mathieu se serra. Il va voir que Tonnerre va mieux ? Exactement. Et il va se demander pourquoi un cheval censé être laissé au minimum de soins montre des signes d'amélioration. Mais c'est une bonne chose, non ? Argumenta Mathieu. Si Tonnerre va mieux, peut-être que Monsieur Laurent changera d'avis à son sujet. Jean-Pierre secoua la tête avec une expression résignée. Tu ne connais pas Laurent Deschamps. Il n'aime pas être contredit ou surpris. Et surtout, il déteste qu'on agisse dans son dos. Ils décidèrent néanmoins de poursuivre leur routine avec Tonnerre ce jour-là. Mathieu passa plus de temps que d'habitude à brosser méticuleusement le cheval, comme si chaque coup de brosse pouvait renforcer le lien invisible qui était tissé entre eux. « Je reviendrai demain », promit-il à Tonnerre en lui caressant l'encolure. Quoi qu'il arrive. En quittant les écuries, Mathieu croisa Philippe, le jeune palefrenier aux taches de rousseur qui semblait toujours nerveux en présence de Laurent. « Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» demanda Philippe, surpris. Avant que Mathieu ne puisse répondre, Jean-Pierre intervint. « C'est le neveu d'un ami. Il s'intéresse aux chevaux. Je lui montre quelques trucs. » Philippe haussa les épaules, peu concerné. « D'accord, tant que le patron ne le voit pas traîner ici sans raison. » Cette rencontre laissa Mathieu inquiet pour le reste de la soirée. Au foyer, il eut du mal à se concentrer sur ses devoirs, son esprit revenant sans cesse à Tonnerre et à ce qui pourrait se passer le lendemain. Cette nuit-là, il rêva de chevaux galopant librement dans un champ verdoyant, Tonnerre en tête, sa crinière noire flottant au vent, sans aucune trace de boiterie. Dans son rêve, Mathieu courait à leur côté, riant sous le soleil de été, libre lui aussi de toute contrainte. Il se réveilla avant l'aube, l'image encore vivace dans son esprit. Une détermination nouvelle, était emparée de lui. Peu importe ce que dirait Laurent Deschamps, peu importe les conséquences, il ne laisserait pas tomber Tonnerre. Après une journée de école qui lui parut interminable, Mathieu se précipita vers les écuries, le cœur battant d'appréhension. De loin, il aperçut la voiture de Laurent, une Mercedes noire étincelante, garée devant l'entrée principale. Il ralentit le pas, cherchant Jean-Pierre des yeux. Le palefrenier l'attendait près de la petite porte, son visage grave. « Ils sont dans les écuries », murmura-t-il. « Laurent, Madame Beaumont et le docteur Moreau. Ils examinent tous les chevaux, un par un. »« Ils ont déjà vu Tonnerre ?» demanda Mathieu, la gorge nouée. « Pas encore. » Il commence par l'aile ouest. « Écoute, petit, je pense que tu devrais partir aujourd'hui. Reviens demain quand on saura. » Mathieu secouait la tête, refusant catégoriquement de partir. « Non, je dois rester. Je dois voir ce qu'ils vont dire de Tonnerre. » Jean-Pierre passa une main lasse sur son visage, buriné par les années passées au grand air. « Tu es aussi têtu qu'un breton, toi. Bon, reste si tu veux, mais reste caché. Derrière les ballots de foin, là-bas, tu pourras entendre sans être vu. » Le garçon se faufila discrètement jusqu'à
à l'endroit indiqué, se dissimulant dans l'ombre des imposantes balles de foin. De sa cachette, il pouvait observer l'allée centrale des écuries sans être repéré. Jean-Pierre, quant à lui, retourna à ses tâches habituelles, feignant l'indifférence alors que son cœur battait presque aussi vite que celui de son jeune complice. Après ce qui sembla une éternité à Mathieu, des voix se rapprochèrent. Laurent Deschamps apparut dans l'allée, sa silhouette imposante vêtue d'une veste d'équitation impeccablement taillée. Il était suivi par Elisabeth Beaumont, élégante dans son tailleur crème, et par le docteur des Moreau qui consultait des notes sur une tablette. « Passons maintenant à l'aile Est », déclara Laurent d'une voix qui ne tolérait aucune contestation. « Bien que je ne vois pas l'intérêt de perdre notre temps avec des chevaux comme Tonnerre, c'est tout de même un investissement conséquent, remarqua Madame Beaumont, son ton suggérant qu'elle tentait de se convaincre elle-même autant que son interlocuteur. Nous devrions au moins évaluer ces options de revente. Laurent émit un rire sec. Options de revente? Elisabeth, soyons réalistes. Quel acheteur sérieux voudrait d'un pur sang qui ne peut plus courir, à moins de le brader pour l'équitation thérapeutique ou les promenades du dimanche? Le docteur Moreau S. éclaircit la gorge. En parlant de Tonnerre, j'aimerais revoir sa jambe. Lors de ma dernière visite, j'avais suggéré un protocole de rééducation progressive qui aurait pu, que personne n'a suivi, j'imagine, coupa Laurent en lançant un regard accusateur vers Philippe qui passait par là avec une brouette de fumier. Puisque j'ai clairement indiqué que ce cheval ne méritait plus d'attention particulière. Le petit groupe s'approcha du box de Tonnerre. Mathieu retint son souffle, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'on puisse l'entendre. Laurent ouvrit la porte du box d'un geste brusque. Tonnerre, qui broutait tranquillement son foin, releva la tête. À la grande surprise de tous, au lieu de rester dans son coin comme il le faisait depuis son accident, il s'avança vers les visiteurs, curieux mais prudent. « Eh bien, est-ce » étonna Madame Beaumont. « Il semble plus vivant que la dernière fois. » Le docteur Moreau fronça les sourcils, observant attentivement le cheval. Sa robe est en bien meilleur état aussi. Et regardez sa démarche. En effet, Tonnerre se déplaçait dans son box avec une aisance relative, sa boiterie bien moins prononcée qu'auparavant. Il s'approcha même suffisamment pour renifler la main de Madame Beaumont, un geste affectueux qu'il n'avait pas eu depuis des semaines. Laurent Deschamps observait la scène avec une expression de plus en plus sombre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il lentement, sa voix dangereusement calme. « J'avais donné des instructions précises concernant ce cheval. » Jean-Pierre, qui était approché sous prétexte de vérifier l'abreuvoir automatique, haussa les épaules avec une innocence feinte. On lui donne à manger et on nettoie son box, comme vous l'avez demandé, monsieur. Ne me prenez pas pour un imbécile, Jean-Pierre, siffla Laurent. Ce cheval est brossé quotidiennement. Son alimentation a été modifiée. Je vois bien que ce n'est pas la ration standard. Et surtout, il a clairement bénéficié d'exercices. Le docteur Moreau S. était accroupi pour examiner la jambe de Tonnerre. « C'est remarquable, » murmura-t-il. L'inflammation a considérablement diminué. Et regardez comment il répartit son poids maintenant, presque normalement. « Je m'en fiche !» explosa Laurent. « Ce que je veux savoir, c'est qui a osé me désobéir. » Un silence pesant s'abattit sur les écuries. Philippe, qui observait la scène de loin, baissa les yeux. Jean-Pierre resta impassible, bien que ses mains se soient légèrement crispées sur le manche de la fourche qu'il tenait. « C'est moi !» La voix, claire et ferme malgré un léger tremblement, surprit tout le monde. Mathieu était sorti de sa cachette et se tenait maintenant à l'entrée du box, ses yeux verts défiant directement ceux de Laurent Deschamps. « Toi ?» Laurent le dévisagea avec stupéfaction, puis se tourna vers Jean-Pierre. « Qui est ce gamin? Que fait-il dans mes écuries ?» Avant que le palefrenier ne puisse répondre, Mathieu fit un pas en avant. « Je m'appelle Mathieu. C'est moi qui m'occupe de Tonnerre depuis 3 semaines.
Laurent éclata d'un rire incrédule. « Toi, un gamin des rues, tu prétends soigner un pur sang qui valait une fortune ?»« Je ne soigne pas, » corrigea Mathieu, sans se laisser intimider. « Je prends soin de lui, je le brosse, je lui parle, je le promène doucement, et il va mieux. » Le docteur. Moreau, toujours accroupi près de Tonnerre, hocha lentement la tête. L'enfant a raison. Ce cheval montre des signes d'amélioration indéniables, pas seulement physiques, mais aussi comportementaux. Madame Beaumont regardait Mathieu avec une curiosité mêlée d'étonnement. « Comment as-tu appris à t'occuper d'un cheval ?»« Jean-Pierre m'a montré, » répondit honnêtement Mathieu. « Et j'ai lu des livres à la bibliothèque. Mais surtout, j'ai écouté Tonnerre. Il me montre ce dont il a besoin. » Laurent se tourna vers Jean-Pierre, les yeux étincelants de colère. « Vous avez laissé un gamin sans expérience s'approcher d'un cheval de cette valeur? Vous avez perdu l'esprit ?»« Non, monsieur, » répondit calmement Jean-Pierre. « J'ai simplement fait ce que vous avez négligé de faire, donner une chance à ce cheval. » Le visage de Laurent Deschamps se contracta de fureur. « Je vous ai engagé pour suivre mes directives, pas pour les interpréter à votre guise avec l'aide d'un va-nu-pied. »« Va-nu-pied » répéta Mathieu, blessé mais déterminé à ne pas le montrer. « Je m'appelle Mathieu Leroy, et je ne suis pas un va-nu-pied. » Madame Beaumont posa une main apaisante sur le bras de Laurent. « Calmez-vous, mon cher. Ce qui compte, c'est que Tonnerre montre des signes d'amélioration, n'est-ce pas ?» Laurent se dégagea d'un mouvement sec. « Ce qui compte, Elisabeth, c'est l'autorité dans mes écuries. Si chacun se met à faire ce qui lui plaît, alors peut-être que les chevaux seraient mieux soignés, » l'interrompit Mathieu, incapable de se contenir davantage. « Vous avez abandonné Tonnerre parce qu'il ne pouvait plus gagner de concours, mais il souffrait. Il avait besoin d'aide, pas d'être enfermé et oublié. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Jean-Pierre ferma brièvement les yeux, comme s'il anticipait une explosion. Laurent fit un pas menaçant vers Mathieu. « De quel droit oses-tu me donner des leçons sur les soins à apporter aux chevaux? Qui es-tu pour juger mes décisions professionnelles? J'entraîne des champions depuis que tu es dans les langes. » Mathieu ne recula pas, soutenant le regard de l'homme. « Je ne sais pas grand-chose sur l'équitation ou les concours, » admit-il. « Mais je sais que Tonnerre était malheureux et maintenant il ne l'est plus. Ça doit compter pour quelque chose, non ? » « Fascinant, » murmura le docteur Moreau, qui semblait avoir momentanément oublié la dispute pour observer Tonnerre. Le cheval, comme s'il sentait la tension, s'était approché de Mathieu et avait posé son museau contre l'épaule du garçon en un geste protecteur. « Regardez ce niveau de connexion, c'est remarquable. » Laurent ouvrit la bouche pour répliquer, mais Madame Beaumont fut plus rapide. « Laurent, je crois que nous devrions écouter ce que le docteur Moreau a à dire. Après tout, Tonnerre reste mon cheval, et son bien-être me concerne directement. » Cette remarque sembla rappeler à Laurent qu'il n'était pas seul décisionnaire concernant le destin de Tonnerre. Il se redressa, retrouvant une apparence de professionnalisme malgré la colère qui bouillonnait toujours en lui. « Bien sûr, Elisabeth, docteur !» Le vétérinaire se releva lentement, ses yeux passant de Tonnerre à Mathieu avec un intérêt évident. « Eh bien, comme je l'ai dit, l'amélioration est significative. La tendinite est loin d'être guérie, mais l'inflammation a considérablement diminué. La musculature a retrouvé du tonus, ce qui indique un exercice régulier mais approprié. Jean-Pierre m'a montré comment le faire marcher sans forcer sur sa jambe, » expliqua Mathieu. « On commence doucement, juste quelques minutes, puis on augmente petit à petit. » Le docteur Moreau hocha la tête avec approbation. Exactement ce que j'aurais recommandé. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est l'amélioration de son état mental. Ce cheval était déprimé lors de ma dernière visite, refus de s'alimenter correctement, apathie, tous les signes classiques. Aujourd'hui, il est alerte, réactif et visiblement attaché à ce jeune homme.
Madame Beaumont s'approcha prudemment de Tonnerre et tendit la main. Le cheval la renifla poliment mais retourna immédiatement son attention vers Mathieu. « C'est assez révélateur », commenta-t-elle, un sourire hésitant se dessinant sur ses lèvres. « Je n'ai jamais vu Tonnerre aussi expressif, même avant son accident. » Laurent croisa les bras, son expression oscillant entre la contrariété et une curiosité réticente. « Admettons que le cheval aille mieux. Cela ne change rien au fait que ce garçon s'est introduit dans mes écuries sans autorisation et que mon employé l'a aidé à me désobéir. » Techniquement, intervint Jean-Pierre, vous aviez dit de ne pas perdre notre temps avec Tonnerre. Le temps que Mathieu passe ici est le sien, pas le vôtre. Laurent lui lança un regard glacial. Ne jouez pas sur les mots avec moi, Jean-Pierre. Que proposez-vous, docteur? Moreau, demanda Madame Beaumont, ignorant délibérément la tension entre son entraîneur et le palefrenier. Tonnerre pourrait-il un jour remonter en compétition? Le vétérinaire se gratta le menton, pensif. Je n'irai pas jusque-là. Les lésions tendineuses sont sérieuses, et même avec une rééducation optimale, je doute qu'il puisse supporter les contraintes du saut d'obstacles au niveau international. Mais pour de l'équitation de loisirs, du dressage de niveau intermédiaire, oui, c'est envisageable, avec du temps et des soins appropriés. Mathieu caressait doucement l'encolure de Tonnerre, murmurant des mots d'encouragement à son oreille. Le cheval semblait apaisé par sa présence, comme si le tumulte autour d'eux ne l'atteignait pas tant que le garçon restait à ses côtés. Madame Beaumont l'observait, une idée germant visiblement dans son esprit. « Dis-moi, Mathieu, as-tu déjà monté à cheval ?» Le garçon secoua la tête. « Non, madame, je n'ai jamais eu l'occasion. Mais tu aimerais apprendre ?» Les yeux de Mathieu s'illuminèrent, plus que tout au monde. Laurent comprit immédiatement où elle voulait en venir. « Elisabeth, vous n'êtes pas sérieuse. Ce garçon n'a aucune formation, aucune expérience. Il a établi une connexion avec Tonnerre que ni vous ni moi n'avons réussi à créer, » répliqua-t-elle. « N'est-ce pas la base de l'équitation, la confiance mutuelle ?» Le docteur Moreau hocha la tête avec un sourire approbateur. « La science vous donnerait raison, Madame Beaumont. Les études récentes sur les interactions homme-animal montrent que la qualité de la relation affecte directement les performances, particulièrement chez les équidés. » Laurent se pinça l'arête du nez, sentant qu'il perdait le contrôle de la situation. « Et d'où vient-il, ce prodige? A-t-il seulement des parents qui pourraient payer des cours d'équitation ?» Un silence gêné s'installa. Mathieu baissa les yeux, caressant machinalement la crinière de Tonnerre. « Je vis au foyer les hirondelles, » dit-il finalement. « Mes parents sont morts dans un accident il y a 2 ans. » Cette révélation sembla momentanément désarçonner Laurent. Il ouvrit la bouche, la referma, puis regarda ailleurs, soudain mal à l'aise. Madame Beaumont s'approcha de Mathieu et posa doucement une main sur son épaule. « Je suis désolée pour tes parents, mon garçon. Mais ce que tu as fait ici avec Tonnerre, c'est extraordinaire. Tu as un don. » « Ce n'est pas un don, » murmura Mathieu. « C'est juste que je sais ce que c'est de être seul et d'avoir mal. Tonnerre aussi le savait. Alors on s'est compris, c'est tout. » Ces mots simples touchèrent visiblement Elisabeth Beaumont. Elle se tourna vers Laurent, une détermination nouvelle dans son regard. « J'ai pris ma décision. Je veux que ce garçon continue à s'occuper de Tonnerre, et s'il montre des aptitudes pour l'équitation, je financerai sa formation. » « Elisabeth, » commença Laurent, mais elle leva la main pour l'interrompre. « C'est mon cheval, Laurent, et mon argent. Si vous ne souhaitez pas participer à ce projet, je comprendrai parfaitement. Nous pourrons transférer Tonnerre dans un autre centre équestre. » C était un coup bas, et elle le savait. Laurent Deschamps, malgré tous ses défauts, était un homme d'affaires avisé. Perdre un client de l'envergure d'Elisabeth Beaumont serait non seulement un coût financier,
mais aussi un coup porté à sa réputation dans le milieu très fermé de l'équitation de haut niveau. Laurent Deschamps dévisagea Madame Beaumont, ses yeux bleus brillant d'une colère contenue. La menace était claire, et il détestait être mis au pied du mur. Pendant quelques secondes tendues, tous retinrent leur souffle, attendant sa réaction. Finalement, il passa une main dans ses cheveux poivre et sel, parfaitement coiffés, et laissa échapper un rire sans joie. « Très bien, Elisabeth, vous gagnez. » Il pointa un doigt accusateur vers Mathieu, mais que les choses soient claires, ce garçon sera sous ma responsabilité dans ses écuries. Ce qui signifie qu'il suivra mes règles, mon programme et mes méthodes d'enseignement. Je ne tolérerai aucun amateurisme ici. Mathieu, qui jusqu'alors avait à peine osé respirer, sentit un mélange confus d'excitation et d'appréhension l'envahir. Il allait pouvoir continuer à s'occuper de Tonnerre, officiellement cette fois, mais sous la tutelle de cet homme intimidant qui semblait le mépriser. « Merci, monsieur », dit-il néanmoins, déterminé à montrer sa reconnaissance. Laurent lui jeta un regard glacial. « Ne me remercie pas encore, gamin. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. » Madame Beaumont sourit, visiblement satisfaite de ce compromis. « Excellent. Docteur Temoreau, pourriez-vous établir un programme de rééducation pour Tonnerre ? Quelque chose qui permettrait à Mathieu de participer activement tout en apprenant les bases de l'équitation ? Avec plaisir, acquiesça le vétérinaire. Je pense à un mélange de marche en main, d'exercices de renforcement musculaire spécifiques et éventuellement de travail à la longe. Nous pourrions même envisager de l'hydrothérapie si vous êtes d'accord pour investir dans l'équipement. Faites ce qui est nécessaire, répondit-elle avec un geste élégant de la main. Je veux que Tonnerre reçoive les meilleurs soins possibles. Laurent pinça les lèvres, mais ne dit rien. Il se contenta de sortir son téléphone et de consulter son agenda. Je vais réorganiser mon emploi du temps. Le gamin pourra venir 3 fois par semaine après l'école pour des leçons structurées. Jean-Pierre supervisera le reste du temps. Il se tourna vers Mathieu, son expression sévère. Premier cours demain, 16h30 précise, ne sois pas en retard. Et procure-toi des vêtements appropriés, pas de jeans, pas de baskets. Mathieu acquiesça vigoureusement, bien qu'il n'ait aucune idée de comment il allait se procurer l'équipement nécessaire. Les vêtements d'équitation coûtaient cher, et le budget vestimentaire alloué par le foyer était plus que limité. Comme si elle lisait dans ses pensées, Madame Beaumont intervint. « Je m'occuperai de son équipement, Laurent. Après tout, c'est le moins que je puisse faire pour le sauveur de mon investissement. » Laurent hocha sèchement la tête et sortit du box, mettant ainsi fin à la discussion. Le docteur Moreau le suivit après avoir promis d'envoyer un programme détaillé dès le lendemain. Jean-Pierre, quant à lui, ne put s'empêcher de faire un clin d'œil discret à Mathieu, visiblement fier de la tournure des événements. Resté seul avec Mathieu dans le box, Madame Beaumont l'observa avec curiosité. « Tu es plein de surprises, Mathieu le roi. Peu de gens oseraient tenir tête à Laurent Deschamps comme tu l'as fait. » Mathieu haussa les épaules, soudain embarrassé par l'attention. « Je voulais juste aider Tonnerre, et tu l'as fait. » Elle caressa doucement le flanc du cheval. « Tu sais, les chevaux sont d'excellents juges de caractère. S'il t'a choisi, c'est que tu as quelque chose de spécial en toi. » Ou peut-être qu'il était juste désespéré, suggéra Mathieu avec un petit sourire. Madame Beaumont rit, un son cristallin qui contrastait avec son apparence rigide. « Peut-être, mais je crois plutôt que tu as une sensibilité naturelle que beaucoup de cavaliers mettent des années à développer. Laurent finira par le voir aussi, même s'il est trop têtu pour l'admettre maintenant. » Elle sortit une carte de visite de son sac à main. « Appelle mon assistante demain matin. Elle s'occupera de te procurer tout l'équipement nécessaire. Ne t'inquiète pas pour le coût, considère cela comme un investissement dans l'avenir de Tonnerre. » Mathieu prit la carte avec précaution, comme si elle était faite d'un matériau précieux. « Merci, madame.
Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. J'en suis certaine. Elle lui sourit une dernière fois avant de quitter le box d'un pas élégant. Resté seul avec Tonnerre, Mathieu s'adossa contre la paroi du box et se laissa glisser jusqu'au sol, les jambes soudain molles sous le coup de l'émotion. Le cheval s'approcha et baissa sa grande tête, poussant doucement le garçon du bout de son museau. « On a réussi, Tonnerre !» murmura Mathieu en caressant son chanfrein. « On a vraiment réussi !» Le retour au foyer ce soir-là fut comme un voyage entre deux mondes. Mathieu avait du mal à croire que quelques heures plus tôt, il se tenait dans un box face à l'un des entraîneurs les plus respectés de France et à une femme dont le collier de perles valait probablement plus que tout ce que le foyer dépensait en un mois pour nourrir ses 12 résidents. Madame Mercier l'attendait dans son bureau, le visage grave. « Le centre équestre a appelé », annonça-t-elle, sans préambule. « Ils m'ont expliqué ta situation. » Mathieu se figea. Il avait complètement oublié que Laurent ou Madame Beaumont pourraient contacter le foyer. « Je suis désolé de vous avoir menti sur l'endroit où j'allais », commença-t-il, prêt à affronter une punition. À sa grande surprise, Madame Mercier sourit. « Tu n'es pas en difficulté, Mathieu. En fait, c'est plutôt le contraire. Madame Beaumont a expliqué les circonstances. Et je dois dire que je suis impressionné. Ce n'est pas tous les jours qu'un de nos enfants se voit offrir des cours d'équitation gratuits dans l'un des centres les plus prestigieux de Paris. » Mathieu n'en croyait pas ses oreilles. « Alors, je peux continuer à y aller ? Non seulement tu peux, mais nous allons t'encourager. » Ce genre d'opportunité est exactement ce que nous espérons pour chacun d'entre vous, une chance de développer vos talents et de construire votre avenir. Elle ajusta ses lunettes. Madame Beaumont a mentionné que tu as un don avec les animaux. Je ne sais pas si c'est un don, répondit honnêtement Mathieu. J'aime juste être avec Tonnerre. Il me comprend, et je le comprends. Madame Mercier hocha la tête, pensive. Parfois, les connexions les plus profondes se forment quand on ne les cherche pas. Mais n'oublie pas que tes études restent prioritaires. Aucun cheval ne doit te faire négliger ton éducation, compris ? Oui, madame, promit Mathieu avec ferveur. Cette nuit-là, allongé dans son lit étroit, au milieu du dortoir silencieux, Mathieu ne parvint pas à trouver le sommeil. Son esprit bouillonnait d'images de chevaux galopant librement, de leçons de équitation et d'un avenir qu'il n'aurait jamais osé imaginer quelques semaines plus tôt. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il se surprit à faire des projets, à rêver au-delà du lendemain. Le matin suivant, l'appel à l'assistante de Madame Beaumont fut surréaliste. La femme, d'une efficacité redoutable, prit ses mesures par téléphone et lui annonça que tout l'équipement serait livré directement aux écuries avant sa première leçon. Madame Beaumont a insisté pour que rien ne soit négligé, expliqua-t-elle d'une voix professionnelle. Vous trouverez 2 tenues complètes, des bottes, une bombe, des gants et tous les accessoires nécessaires. Mathieu était stupéfait par cette générosité inattendue. S'il vous plaît, remerciez-la de ma part, je ne sais pas comment. Prouvez votre valeur en prenant soin de Tonnerre, l'interrompit l'assistante. C'est tout ce qu'elle demande. Elle, école ce jour-là passa dans un brouillard d'impatience. Même son professeur de mathématiques, habituellement si prompt à le réprimander pour son manque de concentration, remarqua sa distraction mais choisit de ne pas le punir, peut-être en raison du sourire incontrôlable qui illuminait périodiquement le visage habituellement réservé du garçon. À 16 heures précises, Mathieu franchissait la grande porte des écuries de Montmartre, son cœur battant d'anticipation et d'appréhension. Jean-Pierre l'accueillit avec un sourire complice. « Le patron t'attend dans la sellerie », annonça Jean-Pierre en guidant Mathieu à travers les écuries. « Madame Beaumont a fait livrer ton équipement ce matin. Je dois dire qu'elle n'a pas lésiné sur la qualité. » La sellerie, avec ses murs lambrissés et son odeur caractéristique de cuir et de produits d'entretien, était l'une des pièces les plus impressionnantes du centre équestre.
Des selles étincelantes étaient alignées sur des supports en bois sculpté, chacune portant une plaque gravée avec le nom du cheval auquel elle était destinée. Les mors, étriers et autres pièces métalliques brillaient sous un éclairage tamisé. Laurent Deschamps se tenait devant une table sur laquelle était disposé un ensemble complet d'équipements d'équitation flambant neufs. Une culotte beige, une chemise blanche, une veste de concours bleu marine, des bottes en cuir noir qui semblaient coûter plus cher que tous les vêtements que Mathieu avait jamais possédés, et une bombe d'équitation élégante. « Tu es en retard », lança Laurent sans lever les yeux des papiers qu'il consultait. Mathieu vérifia sa montre bon marché. « Il est 16h02, monsieur. Exactement, en retard. » Laurent releva enfin la tête, son regard froid évaluant le garçon de la tête aux pieds. Dans ce centre, la ponctualité n'est pas une option, c'est une exigence. Tout comme la tenue. Va te changer dans le vestiaire, là-bas. Elisabeth a visiblement décidé de t'équiper comme un prince. Le ton était acerbe, mais Mathieu ne se laissa pas démonter. Il prit les vêtements et se dirigea vers le vestiaire indiqué. Jean-Pierre lui fit un clin d'œil encourageant avant de s'éclipser. Lorsqu'il émergea quelques minutes plus tard, Mathieu se sentait à la fois ridicule et étrangement transformé. Les vêtements, parfaitement ajustés, lui donnaient une allure qu'il n'avait jamais eue. Il se tenait un peu plus droit, comme si l'uniforme exigeait une posture différente. Laurent l'examina d'un œil critique. « Au moins, tu as l'air d'un cavalier. Reste à voir si tu en as les capacités. » Il prit la bombe et la lui tendit. Mais ça, sécurité non négociable. Mathieu s'exécuta, ajustant la bombe sur sa tête selon les instructions brèves et précises de l'entraîneur. « Maintenant, » continua Laurent en prenant une cravache posée sur la table, « nous allons commencer par les bases. Oublie tout ce que tu as pu voir dans les films ou à la télévision. L'équitation n'est pas un jeu, c'est une discipline, un art qui exige rigueur, patience et respect. » Il conduisit Mathieu hors de la sellerie et vers le manège couvert, un vaste espace rectangulaire au sol sableux, impeccablement entretenu. Avant même de monter sur un cheval, tu dois apprendre à te tenir, à marcher, à communiquer avec ton corps. La moitié de l'équitation se fait au sol. Pendant l'heure qui suivit, Laurent ne laissa aucun répit à Mathieu. Il lui enseigna la position de base, la façon de tenir les rênes, les commandes vocales élémentaires. Il corrigeait chaque erreur avec une précision chirurgicale, sans jamais élever la voix, mais avec une exigence implacable. Dos droit, les épaules en arrière, regarde devant toi, pas tes pieds. Plus de fermeté dans le poignet. Mathieu s'efforçait de suivre chaque instruction, déterminé à ne pas donner à Laurent la satisfaction de le voir échouer. Malgré la fatigue qui commençait à tirailler ses muscles peu habitués à ces postures, il continuait, guidé par une volonté farouche. « Pas mal », concéda finalement Laurent, avec ce qui semblait être une pointe de surprise dans la voix. « Tu as une bonne proprioception pour un débutant. » Mathieu ne connaissait pas ce terme, mais le contexte suggérait que C était un compliment, aussi ténu soit-il. « Maintenant, » poursuivit l'entraîneur, « voyons comment tu te débrouilles avec un cheval. » Le cœur de Mathieu fit un bond. Allait-il déjà monter Tonnerre ? « Non, pas Tonnerre, » dit Laurent, comme s'il lisait dans ses pensées. « Pas encore. Pour commencer, tu vas travailler avec Noisette. » Il désigna une jument à la robe alezan clair qui attendait patiemment à l'entrée du manège, tenue par Philippe. Noisette est notre jument d'école. Elle est patiente, expérimentée et surtout, elle pardonne les erreurs des débutants. Exactement ce dont tu as besoin. Mathieu ne put cacher sa déception. Mais Tonnerre est en convalescence, coupa Laurent sèchement. Et même s'il était en pleine forme, c'est un cheval beaucoup trop puissant pour un novice. Tu veux l'aider? Alors apprends correctement, pas de raccourcis. À contre-cœur, Mathieu dut reconnaître la logique de ce raisonnement.
Il s'approcha de Noisette, qui le regarda avec des yeux doux et curieux. « Bonjour, Noisette », dit-il doucement, tendant sa main comme Jean-Pierre lui avait appris. La jument renifla ses doigts, puis poussa gentiment son museau contre sa paume, un geste qui fit sourire Mathieu malgré sa déception. « Bien !» approuva Laurent. « Maintenant, montre-moi comment tu la brosses. Philippe va t'apporter le nécessaire. » Encore une fois, Mathieu s'appliqua à suivre les instructions à la lettre, mettant en pratique ce que Jean-Pierre lui avait enseigné sur le pansage. Il était méthodique, attentif aux réactions de la jument, communiquant avec elle par des murmures et des caresses. Laurent observait en silence, son expression indéchiffrable. Mais lorsque Mathieu eut terminé, il hocha légèrement la tête. « Acceptable. Jean-Pierre t'a bien montré. Maintenant, passons au harnachement. » Cette partie était nouvelle pour Mathieu. Laurent lui expliqua chaque élément de la selle et du filet, puis lui montra comment les placer correctement. C était un processus complexe, avec une séquence précise à respecter et de nombreux ajustements à faire. « Trop serré ici », critiqua Laurent en vérifiant la sangle. « Et cette tétière est trop lâche. Recommence. » Mathieu démonta patiemment tout l'équipement et recommença depuis le début, sous le regard implacable de l'entraîneur. À la troisième tentative, Laurent sembla enfin satisfait. « Ça ira pour aujourd'hui », décréta-t-il en consultant sa montre. « Ramène Noisette à son box, occupe-toi d'elle, puis va voir Tonnerre, le docteur. » Moreau a laissé des instructions précises pour ses exercices quotidiens. Mathieu s'attendait à ce que Laurent le quitte sur ces mots, mais à sa surprise, l'entraîneur le suivit jusqu'au box de Noisette, observant chaque geste tandis qu'il décellait la jument, la brossait à nouveau et vérifiait son eau et sa nourriture. « Tu es méticuleux », remarqua Laurent, et cette fois, C était clairement un compliment, bien que donné à contre-cœur. « J'aime les chevaux », répondit simplement Mathieu. « Je veux faire les choses correctement pour eux. » Laurent le considéra un moment, comme s'il voyait quelque chose de nouveau. « L'affection ne suffit pas dans ce métier, » dit-il finalement. « Il faut aussi de la discipline, de la rigueur et une compréhension profonde de ces animaux. »« Je sais, » acquiesça Mathieu. « C'est pour ça que je veux apprendre. Pas juste pour Tonnerre, mais pour comprendre vraiment les chevaux. » Un silence s'installa entre eux, moins tendu que les précédents. Laurent semblait sur le point d'ajouter quelque chose, mais se ravisa. « Retrouve-moi ici, vendredi, même heure, » dit-il finalement. « Et cette fois, sois à l'heure. » Lorsque Laurent S. éloigna, Mathieu se permit enfin un sourire. La leçon avait été exigeante, mais il avait survécu et même gagné un semblant de respect de la part du redoutable entraîneur. Il se dirigea vers le box de Tonnerre, impatient de retrouver son ami. Le pur sang l'accueillit avec un hennissement joyeux, s'approchant immédiatement de la porte. « Hé, mon grand !» murmura Mathieu, glissant sa main entre les barreaux pour caresser le chanfrein du cheval. « Tu as l'air en forme aujourd'hui !» Jean-Pierre apparut à ses côtés, portant un dossier. « Le programme du docteur Moreau », expliqua-t-il en le tendant à Mathieu. « Pas trop difficile avec le patron ?»« Exigeant », répondit Mathieu avec un petit sourire. « Mais je crois qu'il ne me déteste plus autant qu'hier. » Jean-Pierre rit. « Laurent ne déteste personne. Il est juste obsédé par l'excellence. Et méfiant envers tout ce qu'il ne contrôle pas. » Il jeta un coup d'œil au dossier. « Aujourd'hui, pour Tonnerre, c'est marche en main pendant 15 minutes, puis des exercices d'étirement spécifiques. Je vais te montrer. » Mathieu passa l'heure suivante à travailler avec Tonnerre selon les instructions du vétérinaire. Le cheval semblait plus énergique, plus présent, sa boiterie moins prononcée, même si elle restait visible. « Il récupère bien ?» nota Jean-Pierre. « Beaucoup mieux que ce que le doc avait prédit. Il veut guérir », affirma Mathieu en guidant doucement Tonnerre pour un exercice d'étirement latéral. « Il sait qu'il a une seconde chance. »
Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un rythme à la fois épuisant et exaltant pour Mathieu. 3 fois par semaine, il suivait les leçons de Laurent, apprenant les fondamentaux de l'équitation avec une rigueur qui ne souffrait aucune approximation. Les autres jours, il venait s'occuper de Tonnerre, suivant méticuleusement le programme établi par le docteur Moreau. Les progrès étaient visibles des 2 côtés. Mathieu avait développé une assiette naturelle qui surprenait même Laurent, capable désormais de trotter sans étrier sur Noisette en maintenant son équilibre. Quant à Tonnerre, sa boiterie s'estompait progressivement et sa musculature se raffermissait grâce aux exercices adaptés. 1 mois après le début de cet arrangement inhabituel, Laurent convoqua Mathieu dans son bureau, un sanctuaire austère aux murs couverts de photos de compétition et de médailles encadrées que le garçon n'avait encore jamais eu l'autorisation de pénétrer. « Assieds-toi », ordonna Laurent en désignant une chaise en cuir face à son imposant bureau en acajou. Mathieu obéit, tentant de masquer son appréhension. Qu'avait-il fait de mal ? Allait-on mettre fin à son arrangement avec les écuries ? Laurent prit place dans son fauteuil, joignit ses mains devant lui et fixa Mathieu de son regard perçant. « Le docteur Moreau est venu examiner Tonnerre ce matin, commença-t-il. Le cœur de Mathieu se serra. « Il y a un problème ?» À sa grande surprise, Laurent esquissa ce qui ressemblait presque à un sourire. Au contraire. Le docteur est, selon ses propres termes, stupéfait par les progrès réalisés. La tendinite montre des signes de guérison que lui-même n'aurait pas cru possible il y a 1 mois. Mathieu se détendit légèrement, un sourire illuminant son visage. « C'est vrai ? C'est formidable !» En effet, acquiesça Laurent, son expression redevenant sérieuse. « Ce qui m'amène à la raison de cette convocation. Il est temps de passer à l'étape suivante. L'étape suivante. Tonnerre a besoin maintenant d'un travail plus spécifique pour renforcer sa musculature. De simples promenades en main ne suffisent plus. » Laurent tapota un dossier devant lui. Le docteur Moreau suggère de commencer un travail à la longe, puis éventuellement monter. Le cœur de Mathieu fit un bond. Monter ? Vous voulez dire que quelqu'un va le monter ? Pas n'importe qui, précisa Laurent en le fixant. Toi ? Un silence stupéfait s'installa. Mathieu était certain d'avoir mal entendu. Moi ? Mais je débute à peine. Et Tonnerre est un cheval exigeant, oui, compléta Laurent. Mais le docteur Moreau pense, et je suis réticente à l'admettre, que le lien que tu as établi avec lui est un atout précieux pour sa rééducation. Il te fait confiance. Il se détend en ta présence. Ces facteurs sont significatifs dans un processus de guérison. Mathieu n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement Laurent reconnaissait l'existence d'un lien spécial entre lui et Tonnerre, mais il proposait de lui confier la rééducation montée du cheval. « Bien entendu, » poursuivit Laurent, « cela ne se fera pas du jour au lendemain. Nous commencerons par un travail à la longe plus intensif, puis des séances montées très courtes, au pas uniquement, toujours sous ma supervision directe. » Je ne sais pas quoi dire, balbutia Mathieu. « Ne dis rien, » répondit Laurent avec un geste impatient de la main. « Contente-toi de ne pas me faire regretter cette décision. » Madame Beaumont est enthousiaste à cette idée, mais je lui ai clairement indiqué que si je juge à un moment quelconque que la sécurité, la tienne ou celle de Tonnerre, est compromise, nous arrêterons immédiatement. « Je comprends, » assura Mathieu, retrouvant son sérieux. « Je ferai exactement ce que vous direz. » Laurent, elle, étudia un moment, puis hocha la tête. « Je le sais. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'accepte cet arrangement. » Il se leva, signifiant que l'entretien était terminé. « Nous commencerons demain, sois là à 16 heures précises. » Mathieu quitta le bureau de Laurent dans un état second, partagé entre l'excitation et l'incrédulité. Il courut presque jusqu'au box de Tonnerre pour partager la nouvelle.
même si le cheval ne pouvait comprendre ses mots. « Tu imagines, Tonnerre ?» murmura-t-il en caressant l'encolure du pur sang. « Je vais t'aider à remarcher correctement, puis à trotter, et peut-être même un jour à galoper à nouveau. » Tonnerre poussa son museau contre la joue de Mathieu, comme s'il répondait à son enthousiasme. Jean-Pierre, qui passait par là avec une brouette de foin, s'arrêta pour observer la scène. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « La meilleure !» s'exclama Mathieu, partageant immédiatement ce que Laurent venait de lui annoncer. Le vieux palefrenier hocha la tête avec approbation. « Je ne suis pas surpris. Laurent ne l'admettra jamais ouvertement, mais il est impressionné par toi et par ce que tu as accompli avec Tonnerre. Vraiment ?» Mathieu avait du mal à imaginer le sévère entraîneur impressionné par quoi que ce soit qu'il puisse faire. « Absolument. Tu sais, j'ai travaillé ici pendant 23 ans. J'ai vu des cavaliers venir et partir, certains avec un talent inné, d'autres qui ont dû travailler pour chaque progrès. Mais rarement j'ai vu quelqu'un avec ton intuition naturelle. » Mathieu rougit sous le compliment. « Je fais juste ce qui me semble juste pour Tonnerre. » « Et c'est exactement ce qui fait la différence, » confirma Jean-Pierre. « Tu ne montes pas pour ton ego ou pour des médailles. Tu montes pour le cheval. C'est rare et précieux. » Le lendemain, Mathieu arriva aux écuries non pas à 16h, mais à 15h45, déterminé à être parfaitement préparé. Il trouva Laurent déjà dans le manège, en train d'installer un cercle de barrières basses. « Tu es en avance », constata l'entraîneur, sans lever les yeux de son travail. « Bien. Aide-moi à terminer ce dispositif. » Ensemble, ils créèrent un cercle d'environ 15 mètres de diamètre, avec des barres posées au sol, à intervalles réguliers. Ces barres aideront Tonnerre à réguler ses foulées et à travailler sa proprioception, expliqua Laurent. C'est essentiel pour sa rééducation. Quand ils eurent terminé, Philippe amena Tonnerre, déjà harnaché avec une selle légère spécialement conçue pour minimiser la pression sur son dos. Le cœur de Mathieu s'accéléra à la vue du magnifique pur-sang. Tonnerre semblait sentir l'importance du moment, sa tête haute, ses oreilles dressées avec attention. « Aujourd'hui, nous allons uniquement travailler à la longe », précisa Laurent, en tendant à Mathieu une longue corde attachée au filet de Tonnerre. « Je veux que tu le fasses marcher calmement autour de moi, en passant sur les barres. Observe attentivement comment il pose ses pieds, comment il équilibre son poids. » Mathieu prit la longe avec révérence, conscient de la confiance qui lui était accordée. Sous la direction précise de Laurent, il guida Tonnerre dans un cercle parfait, l'encourageant doucement lorsque le cheval hésitait face aux barres. « Parle-lui », conseilla Laurent. « Utilise ta voix pour le rassurer. » Les chevaux sont extrêmement sensibles aux intonations. Mathieu s'exécuta, murmurant des encouragements à chaque foulée réussie. Progressivement, Tonnerre se détendit, sa démarche devenant plus fluide malgré une légère irrégularité persistante lorsqu'il posait son postérieur droit. « Remarque comment il anticipe maintenant les barres », souligna Laurent après 20 minutes d'exercice. Il calcule ses foulées, adapte sa démarche. « C'est excellent pour sa proprioception. » Mathieu observait avec fascination, absorbant chaque information. « Sa boiterie semble moins prononcée après quelques tours, » nota-t-il. « Bonne observation, » approuva Laurent. « L'échauffement progressif détend les tissus cicatriciels. C'est pourquoi une mise en route lente est cruciale. » Ils continuèrent l'exercice pendant 45 minutes, alternant les directions pour équilibrer le travail. À la fin de la séance, Tonnerre transpirait légèrement mais semblait satisfait, sans signe de douleur ou de fatigue excessive. « Parfait pour aujourd'hui », déclara Laurent en vérifiant les jambes du cheval. « Maintenant, soin post-exercice. Douche tiède sur les membres, puis massage avec le gel anti-inflammatoire que le docteur a prescrit. » Les semaines se transformèrent en mois. L'hiver parisien céda progressivement la place à un printemps timide, et avec lui, les progrès de Tonnerre s'accélérèrent.
Le travail à la longe avait évolué vers des exercices de plus en plus complexes, toujours sous l'œil vigilant de Laurent qui, à la surprise de tous, consacrait désormais une part considérable de son temps à superviser personnellement la rééducation du cheval. Un après-midi d'avril, alors que les premiers rayons vraiment chauds du soleil inondaient le manège extérieur, Laurent fit un signe à Mathieu qui venait de terminer une séance particulièrement réussie avec Tonnerre. « Je pense qu'il est prêt », déclara-t-il simplement. Mathieu, qui avait appris à décoder les expressions minimalistes de son mentor, sentit son cœur s'accélérer. « Vous voulez dire ?» Laurent hocha la tête. « Aujourd'hui, tu vas le monter. Pas plus de 10 minutes, au pas uniquement. Mais oui, le moment est venu. » Malgré les mois de préparation, malgré les progrès constants dans ses propres compétences équestres, Mathieu sentit une vague d'appréhension l'envahir. Monter Tonnerre n'était pas comme monter Noisette ou les autres chevaux d'école sur lesquels il s'était entraîné. C était presque sacré. Et s'il n'est pas prêt? « Et si je lui fais mal ?» murmura-t-il, soudain assailli par le doute. Laurent posa une main sur son épaule, un geste si rare que Mathieu en fut momentanément déstabilisé. « Il est prêt, et toi aussi. Vous avez tous les deux travaillé pour ce moment. » Mathieu inspira profondément, puisant du courage dans la confiance inhabituelle que lui témoignait Laurent. Il approcha Tonnerre qui attendait patiemment, attaché à l'anneau central du manège. « Salut, mon grand !» murmura-t-il en caressant l'encolure luisante du pur sang. « Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. » Laurent vérifia une dernière fois le harnachement, s'assurant que tout était parfaitement ajusté pour garantir le confort du cheval. Il fit ensuite signe à Mathieu de se mettre en position de montoir. « Lentement, » instruisit-il. « Pose ton poids progressivement. Laisse-lui le temps de s'adapter à chaque étape. » Le cœur battant, Mathieu suivit les instructions à la lettre. Il monta doucement, s'arrêtant à mi-chemin pour laisser Tonnerre s'habituer à son poids, puis s'installa complètement en selle avec une délicatesse infinie. Un moment de tension suspendit le temps. Puis Tonnerre tourna légèrement la tête, comme pour regarder son cavalier, et Mathieu sut instantanément que tout allait bien. Une connexion indescriptible se établit entre eux, comme si leur respiration S était synchronisée. « Parfait », approuva Laurent. « Maintenant, demande-lui d'avancer, doucement, juste avec ta voix et un léger contact des jambes. »« Allez, Tonnerre !» encouragea Mathieu d'une voix douce mais assurée, accompagnant ses mots d'une pression minimale de ses mollets. Le cheval S ébranla avec une fluidité surprenante, son pas régulier et presque sans boiterie apparente. Laurent, tenant une longe de sécurité attachée au filet, marchait à côté d'eux, scrutant chaque mouvement avec une attention professionnelle. « Remarquable », murmura-t-il après quelques minutes. « Sa démarche est presque normale au pas. Il compense intelligemment pour préserver sa jambe. » Mathieu, qui avait retenu son souffle sans s'en rendre compte, sentit une vague de émotion le submerger. Être assis sur Tonnerre, sentir ses mouvements sous lui, percevoir sa volonté de bien faire, c'était une expérience quasi mystique. « C'est suffisant pour aujourd'hui », déclara Laurent après exactement 10 minutes. Termine par un cercle complet et revient au centre. Lorsque Mathieu mit pied à terre, ses jambes tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion pure et brute qu'il peinait à contenir. « Merci », murmura-t-il, autant à Tonnerre qu'à Laurent. L'entraîneur l'observa un moment, une expression indéchiffrable sur son visage. « Oh, tu sais, » dit-il finalement, « quand Elisabeth a insisté pour te donner cette chance, J était convaincu que C était une erreur sentimentale. Je pensais que ce cheval était fini et que Tunen était qu'un gamin qui jouait à être un sauveur. » Il s'interrompit, caressant distraitement l'encolure de Tonnerre. « Je me suis trompé sur vous deux. » Cette admission, venant de l'orgueilleux Laurent Deschamps, valait tous les trophées du monde.
Mathieu ne sut que répondre, submergé par la reconnaissance. Le moment fut interrompu par l'arrivée précipitée de Philippe, le visage inhabituellement animé. « Monsieur Laurent, Madame Beaumont vient d'appeler. Elle sera là dans 1 heure avec une journaliste de Équitation Magazine. Ils veulent faire un article sur la rééducation de Tonnerre. » Laurent fronça les sourcils. « Une journaliste ? » « Elisabeth ne m'a rien dit à ce sujet. Elle a dit que était une opportunité de dernière minute, » expliqua Philippe. Apparemment, la journaliste a entendu parler de cette histoire extraordinaire d'un cheval condamné sauvé par un jeune prodige sans expérience préalable. Mathieu rougit intensément au terme « prodige », mais Laurent semblait préoccupé. « Je n'aime pas l'improvisation », grommela-t-il. « Surtout avec la presse. » Il déforme tout. Il se tourna vers Mathieu, soudain sérieux. « Écoute-moi bien, cette journaliste va probablement vouloir te voir monter Tonnerre. Je veux que tu sois parfaitement honnête. Si tu ne te sens pas prêt à refaire une séance aujourd'hui, dis-le maintenant. La santé de Tonnerre passe avant tout, y compris la publicité. » Mathieu apprécia profondément cette marque de confiance. Il prit un moment pour évaluer honnêtement la situation, observant Tonnerre qui semblait détendu et à l'aise. « Je pense que nous pouvons faire une courte démonstration, » dit-il finalement, « mais pas plus de 5 minutes, et uniquement au pas, comme aujourd'hui. » Laurent hocha la tête, visiblement satisfait de cette réponse mesurée. « Bien, Philippe, assure-toi que Tonnerre soit impeccable pour la présentation. » « Mathieu, va te changer. Ta tenue de concours sera plus appropriée pour les photos. » 1 heure plus tard, le centre équestre bourdonnait d'une activité inhabituelle. Les palefreniers s'affairaient à rendre les lieux encore plus impeccables qu'à l'ordinaire, tandis que Laurent, vêtu de sa tenue de compétition officielle, accueillait Elisabeth Beaumont et Mademoiselle Dubois, une journaliste élégante à l'œil vif qui ne manquait pas une miette du spectacle. « C'est vraiment fascinant », s'enthousiasmait-elle en prenant des notes. Un cheval de Grand Prix condamné par les experts, un enfant sans expérience qui réussit là où des professionnels ont échoué. C'est exactement le genre d'histoire qui passionne nos lecteurs. Laurent, malgré sa réticence initiale, présentait maintenant la situation avec un professionnalisme impeccable, expliquant le processus de rééducation avec une précision scientifique tout en accordant généreusement le mérite à Mathieu, un comportement si inhabituel que Jean-Pierre, qui observait la scène de loin, ne pouvait s'empêcher de sourire. « Le plus remarquable, » expliquait Laurent, « c'est l'approche intuitive de Mathieu. Il a établi une connexion émotionnelle avec Tonnerre qui a clairement joué un rôle dans sa récupération. La science commence à peine à comprendre l'impact de ces facteurs psychologiques sur la guérison physique. Mathieu, en attendant dans l'ombre de l'entrée du manège, écoutait avec étonnement. Jamais il n'aurait imaginé entendre de tels éloges de la part de l'austère entraîneur. Madame Beaumont l'aperçut et lui fit signe d'approcher. « Ah, le voici. Venez, Mathieu, Mademoiselle Dubois est impatiente de vous rencontrer. » Intimidé, mais déterminé à ne pas le montrer, Mathieu s'avança dans sa tenue de concours parfaitement ajustée. Il se tenait plus droit, marchait avec plus d'assurance. Des mois d'entraînement avec Laurent avaient transformé non seulement sa connaissance des chevaux, mais aussi sa façon de se présenter au monde. « Alors c'est toi, le miracle worker », sourit la journaliste en lui tendant la main. « Ah, raconte-moi comment tout a commencé. » Avec une simplicité touchante, Mathieu relata sa première rencontre avec Tonnerre, son désir de l'aider, les leçons clandestines avec Jean-Pierre. Il parla sans emphase, ni exagération, mais sa passion transparaissait dans chaque mot. « Ce N n'était pas un miracle, » conclut-il. « Juste de la patience, je crois. Et peut-être que Tonnerre avait besoin que quelqu'un croie en lui, comme Monsieur Laurent et Madame Beaumont ont fini par croire en moi. » La journaliste sourit, visiblement conquise. « Et maintenant, j'ai cru comprendre que tu as récemment commencé à le monter. »
Aujourd'hui était notre première vraie séance montée, confirma Mathieu. Juste au pas, pendant quelques minutes. Nous y allons très progressivement. Serait-il possible de voir cela? Pour les photos, ce serait idéal. Laurent intervint immédiatement. Tonnerre a déjà travaillé aujourd'hui, nous devons respecter ses limites. Bien sûr, acquiesça la journaliste. Mais peut-être juste une petite démonstration, quelques pas pour la caméra. Après un bref conciliabule, il fut décidé que Mathieu montrait Tonnerre pour une session minimale de 3 minutes, uniquement au pas, sous la supervision attentive de Laurent et du docteur. Moreau, qui venait d'arriver, alerté par Madame Beaumont. Philippe amena Tonnerre, magnifique dans son harnachement de parade. Le cheval semblait percevoir l'importance de l'occasion, sa tête haute, ses oreilles dressées avec attention. « Bonjour, mon beau », murmura Mathieu en caressant son chanfrein. « On va juste faire quelques pas ensemble, d'accord ?» Il monta avec la même délicatesse que plus tôt, s'installant en selle comme s'il y avait toujours appartenu. À un signe de Laurent, il demanda à Tonnerre d'avancer, le guidant dans un cercle parfait au centre du manège. Le silence qui s'abattit sur les spectateurs était presque révérencieux. La démarche de Tonnerre était fluide, majestueuse, sa boiterie à peine perceptible. Mathieu, parfaitement en harmonie avec lui, semblait presque fusionner avec le mouvement du cheval. « C'est extraordinaire », souffla la journaliste, son appareil photo crépitant sans interruption. « On dirait qu'ils dansent ensemble. » Le docteur Moreau, qui observait avec un œil clinique, hochait la tête avec une admiration non dissimulée. « Je n'aurais jamais cru possible une telle récupération. » La tendinite était sévère, avec des lésions que j'estimais permanentes. Parfois, commenta doucement Madame Beaumont, la science doit s'incliner devant d'autres formes de guérison. Après exactement 3 minutes, Laurent fit signe à Mathieu de terminer. Le garçon ramena Tonnerre au centre, mit pied à terre et le récompensa de caresses et de murmures appréciateurs. La journaliste s'approcha, visiblement émue. « Ce que je viens de voir dépasse l'article que j'avais prévu. C'est une histoire qui mérite plus, peut-être même un livre. » Elle se tourna vers Mathieu. « As-tu envisagé ton avenir avec les chevaux? Tu as clairement un don exceptionnel. » Mathieu jeta un regard incertain vers Laurent et Madame Beaumont. Cette question ne lui avait jamais été posée directement. Son arrangement avec les écuries avait toujours semblé temporaire, une chance inespérée mais sans garantie de continuation. Ce fut Laurent qui répondit, surprenant tout le monde. Mathieu a un avenir dans ce domaine, s'il le souhaite. Son talent est indéniable et mérite d'être développé. Elisabeth Beaumont sourit largement. En fait, nous avons discuté récemment d'une possibilité. Laurent, voulez-vous l'annoncer ou dois-je le faire? L'entraîneur S éclaircit la gorge, soudain presque embarrassé, une expression que personne ne lui avait jamais vue. Nous envisageons, c'est-à-dire, j'ai proposé que Mathieu puisse bénéficier d'une bourse de formation complète aux écuries de Montmartre, non pas en équitation classique ou en saut d'obstacles, mais en équithérapie. Équithérapie, répéta Mathieu, confus. L'utilisation thérapeutique de la relation à cheval, expliqua le docteur Moreau, pour aider des personnes souffrant de handicap physique ou de troubles psychologiques. C'est un domaine en pleine expansion. Et ton approche intuitive avec Tonnerre suggère que tu pourrais exceller dans cette voie. Mathieu était stupéfait. Une bourse de formation, un avenir professionnel, une vraie chance de travailler avec des chevaux pour le reste de sa vie. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. Dis simplement oui, sourit Madame Beaumont. Les démarches administratives sont déjà en cours avec ton foyer. Tu commencerais une formation structurée tout en poursuivant ta scolarité, bien entendu. Et Tonnerre? Demanda immédiatement Mathieu, sa principale préoccupation restant le bien-être de son ami équin. Tonnerre sera ton premier patient officiel, répondit Laurent avec ce qui ressemblait presque à un sourire.
et éventuellement ton partenaire thérapeutique si sa récupération continue sur cette voie. Les chevaux qui ont connu la souffrance et la guérison ont souvent une capacité unique à connecter avec des patients vulnérables. La séance photo se poursuivit, mais Mathieu était ailleurs, submergé par cette perspective inattendue. Un avenir, un but. Une chance de transformer sa connexion naturelle avec les chevaux en une vocation qui aiderait d'autres personnes blessées, comme lui et Tonnerre l'avaient été. Le soir tombait lorsque la journaliste et Madame Beaumont prirent finalement congé, promettant que l'article paraîtrait dans le prochain numéro du magazine. Le centre équestre retrouva progressivement son calme habituel. Mathieu, qui avait obtenu l'autorisation exceptionnelle de rester plus tard, se tenait devant le box de Tonnerre, partageant silencieusement ce moment avec son ami équin. Laurent s'approcha, les mains dans les poches, son expression inhabituellement détendue. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, dit-il simplement. Merci, monsieur, pour tout. » Mathieu hésita, puis ajouta « Pourquoi elle, équithérapie ? Je veux dire, je ne connaissais même pas ce mot il y a 1 heure. » Laurent s'appuya contre la porte du box, regardant Tonnerre qui somnolait paisiblement. « Parce que ce que tu as fait avec ce cheval N n'était pas de l'équitation traditionnelle. Ce N n'était pas une question de technique ou de performance. C était de la guérison. » Il marqua une pause. Et parfois, les personnes qui ont connu la souffrance sont les meilleures pour aider d'autres à guérir. Mathieu comprit que Laurent ne parlait pas seulement de Tonnerre, mais aussi de lui-même. L'orphelin qui avait trouvé un but, une famille d'une certaine façon, à travers sa connexion avec un animal blessé. « Je ne vous décevrai pas », promit-il avec une intensité qui venait du cœur. « Je sais », Laurent posa brièvement une main sur son épaule, un geste rare qui valait tous les discours. « Maintenant, va. Jean-Pierre t'attend pour te raccompagner au foyer. Demain, nous commencerons à planifier sérieusement ton programme de formation. » Alors que Mathieu s'éloignait, Laurent resta un moment avec Tonnerre. « Tu as choisi le bon gamin », murmura-t-il au cheval qui le regardait avec des yeux intelligents. « Vous vous êtes sauvés mutuellement. » 6 mois plus tard, par une belle journée d'automne, les écuries de Montmartre accueillaient leur premier groupe de jeunes patients pour des séances de équithérapie. Dans le manège spécialement aménagé, Mathieu, désormais apprenti thérapeute équin officiel, guidait un enfant autiste sur le dos de Tonnerre. Le pur sang, parfaitement rétabli bien que jamais destiné à retourner en compétition, avançait avec une douceur délibérée, comme conscient de l'importance de sa mission. Sa boiterie, encore visible après un effort prolongé, semblait paradoxalement rassurer les enfants fragiles qui venaient le rencontrer. « Lui aussi connaît la différence », expliquait souvent Mathieu. « Il sait ce que c'est d'être différent, d'avoir mal, et de trouver un nouveau chemin. » De son bureau qui surplombait le manège, Laurent Deschamps observait la scène, un rare sourire adoucissant ses traits sévères. À côté de ses trophées internationaux, une nouvelle photo encadrée trônait désormais sur son mur. Mathieu et Tonnerre en couverture des Équitation Magazine, sous le titre « Le miracle de Montmartre ». Comment un enfant des rues et un cheval boiteux ont changé des vies. Parfois, songeait Laurent en regardant son protégé guider avec assurance un enfant qui riait pour la première fois depuis des mois, les plus grandes victoires ne se mesurent pas en médailles d'or ou en coupes de cristal. Elles se mesurent en moments de connexion pure, en obstacles surmontés, en vies transformées, et parfois les meilleurs enseignements viennent de ceux qu'on croyait devoir instruire.